Ça va être chez quelqu'un. On représente aujourd'hui l'OSCI, qui est la Fédération des solutions d'accompagnement à l'international, qui regroupe en fait des sociétés d'accompagnement pour accompagner les entreprises dans leur développement à l'international. On accompagne les entreprises à titre individuel, mais également à titre collectif avec des clusters de fédérations régionales ou nationales. Donc, on est tous les deux ici présents, donc Hervé Drouard et Chloé Berthe, on est la présidence en fait, de la fédération et on est accompagné par des membres qui vous présenteront en fait des succès historiques d'accompagnement de clusters de fédération dans leur développement international. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le disiez, Chloé, donc de par notre représentation, donc en tant que seule fédération finalement en France qui rassemble l'ensemble des opérateurs, soit conseil ou service, voire commerce international pour le compte d'entreprises françaises, on agit à la fois par métier, par zone géographique dans le monde, et puis par secteur d'activité. Donc ça, c'est ce que représente un petit peu l'ensemble de nos membres. Bon, certains sont un peu plus spécialisés sur toute la réflexion amont stratégique auprès de l'entreprise, donc souvent basée un peu plus en France, près des entreprises, des pôles ou des clusters. Ils peuvent répondre également à des demandes sur les marchés internationaux, urgence en tant que demande de département export, sur la réglementation, sur des expéditions à mener à tel endroit du monde. Et puis ensuite, vous avez des opérateurs qui sont un peu spécialisés sur donc, la communication, le marketing, la digitalisation, là, sur l'ensemble des secteurs d'activité, mais plus spécifiquement sur ce métier-là. D'autres qui sont un peu plus sur l'expatriation, les assurances des personnes, voire des biens, les ressources humaines, la sécurisation, qu'il s'agisse de sécuriser son courant d'affaires avec des entreprises, avec des décideurs à l'étranger, ou là aussi pour assurer l'acheminement de ces biens. Et enfin, comme on le disait ici sur ce slide, donc une spécialisation par zone géographique. Donc, certains de nos membres sont spécialisés sur un voire plusieurs pays, peuvent être présents en France et également à l'étranger, avec des filiales. On a également des entreprises chez nous qui sont uniquement basées à l'étranger, mais qui toujours majoritairement accompagnent des entreprises françaises, soit dans des développements export ou d'implantation sur place. On va parler un peu plus d'internationalisation de l'entreprise, voire aussi de sourcing, d'import, d'accompagnement de l'acte d'achat, etc. L'idée, c'est vraiment de proposer des solutions clés en main, puisqu'on a assez peu au sein de notre fédération des membres qui ont une offre uniquement sur étagère, c'est plutôt lié à une écoute qui nous provient de l'entreprise ou d'une organisation, l'adaptation d'une offre qui peut être proposée. Enfin, certains de nos membres sont un peu plus spécialisés par secteur d'activité. Certains sont très fins connaisseurs et bons dans le domaine de l'aéronautique parce qu'ils ont eu leur carrière dans ce domaine-là. D'autres, comme je le disais, peuvent être un peu plus généralistes, spécialisés en fonction d'un pays, marché, sur des secteurs d'activité qui peuvent être différents d'un pays à l'autre en fonction des opportunités de ceci. Et enfin, on accompagne aussi toutes les dimensions de l'approvisionnement, supply chain, etc. Alors, comme vous l'avez dit, Hervé, donc quelques chiffres clés. L'OSCI, c'est 170 adhérents qui sont répartis en fait dans 140 pays, ce qui permet d'accompagner les entreprises vraiment à travers le monde dans les régions les plus dynamiques pour les entreprises françaises. On accompagne globalement plus de 53 000 entreprises et vous voyez qu'on a des délégations régionales, donc 9 délégations, que ce soit aussi dans l'outre-mer, notre délégué régional outre-mer qui est avec nous, mais également toutes les régions françaises avec les Hauts-de-France et la Normandie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Franche-Comté, PACA, les grandes régions françaises, afin d'être au plus près, en fait, des entreprises et également des clusters fédérations qui sont basés dans les régions et pour avoir des échanges qui sont réguliers et permettre de développer de plus en plus de collaboration. Dans les pays également, donc 45 délégations pays qui nous permettent en fait d'être très connectés avec l'écosystème, mais aussi aujourd'hui avec les actualités et les opportunités qui peuvent être sectorielles, mais aussi avec la réalité du marché. On entend aujourd'hui, on a beaucoup d'international bashing, en particulier sur la Chine, la Russie aujourd'hui. Et quand vous échangez avec des gens qui sont dans les pays, qui accompagnent le quotidien des entreprises, on se rend compte que
leur réalité est quand même très différente des messages qui sont véhiculés par la presse. Donc, c'est intéressant d'avoir un point de vue qui vient vraiment du terrain et des gens qui accompagnent les entreprises au quotidien sur ce qui se passe. Ajouter, c'est que effectivement, ce sont 3500 entreprises accompagnées par année. Et on est pris en compte, en tout cas, l'ensemble de nos adhérents agissent, concourent à peu près un quart de l'exportation de biens français donc, chaque année, puisque de différentes manières, je dirais, comme ça vous avez été montré, on agit auprès de nos clients pour les aider à souvent exporter, mais pas que. Et donc aussi au-delà de l'acte d'export, c'est aussi lié à du financement, etc. On peut être aussi intéressé souvent dans à peu près, je crois, un tiers des dossiers d'aide au financement à l'exportation, notamment ceux délivrés par BPI, l'assurance prospection. 9 délégations régionales, vous le disiez, donc vous les retrouvez ici. Donc, grosso modo, on couvre l'ensemble du territoire français et puis également d'outre-mer. On a également d'ailleurs des relations avec l'autre côté de l'outre-mer dont on s'occupe Isabelle, également très actif sur la Réunion. Si vous retrouvez un petit peu les différents services, on en a parlé dans le premier slide. Vous voyez, on agit vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur auprès de l'entreprise. Donc, depuis ces phases de préparation, de choix, de marché, voire de coaching aussi de l'entreprise, de ses dirigeants, pour l'aider à se mettre en ordre de marche à l'export. Parfois, on le verra d'ailleurs aussi au travers d'exemples, ça peut être aussi aider des pôles, des clusters dans leur démarche d'internationalisation, avant même qu'eux-mêmes puissent comme ça se l'approprier et ensuite la proposer à leurs membres. Ensuite, tout un travail d'aide et de prospection commerciale. Nous trouver à l'étranger des distributeurs, des agents, des représentants, des clients en direct, voire embarquer les entreprises dans des actions de négoce ou autres, que c'est toute la dimension justement bureau d'achat, quand il s'agit de pays qui sont un peu plus tournés aussi en partie sur de l'import. On va également, certains de nos adhérents vont jusqu'à l'aide à l'implantation industrielle et commerciale. On va avoir une première représentation, une première unité commerciale, unité de production, etc. Et puis, on a une grosse dimension parmi nos membres de RH international, donc de recrutement, que ce soit de locaux ou d'étrangers, qui peuvent être parfois aussi expatriés ou de régionaux, des nationalités, je dirais, régionales du pays visé. Donc, on peut s'occuper de l'égalisation de personnel, d'embauche de personnel, évidemment de recrutement, selon tous les niveaux et les job descriptions à faire. Et puis, on peut proposer souvent aussi des solutions d'hébergement pour nos adhérents qui sont sur place, d'hébergement de collaborateurs pour leur éviter d'être seuls et puis aussi d'être encadrés à minimum, voire conseillés aussi dans le cadre de leurs actions. Et lorsque c'est nécessaire également, on va parler de structure de portage. Ça permet à l'entreprise d'avoir déjà quelque part un salarié pour elle, sans forcément avoir le besoin d'une structure pour salarier cette personne. Elle peut le confier à l'un de nos adhérents sur place. Et on peut même également mettre des VIE, donc les volontaires en entreprise, où nombre de nos adhérents qui sont présents à l'étranger ont souvent des solutions, ils sont agréés Business France, Business France, etc., pour héberger des VIE, des collaborateurs sur place. Et ensuite, on va pouvoir également travailler sur les aspects de représentation, direction, gestion filiale pour le compte de clients, et ensuite jusqu'à des opérations de fidélisation en fonction des compétences des modèles. Alors ça, je dirais que c'est alors évidemment tout ce qui est les métiers associés à l'OSCI, qui en fait sont des adhérents de l'OSCI, comme les autres, et qui sont là dans une démarche vraiment pour sécuriser et pérenniser en fait le déploiement international de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont généralement pas
spécifiques sur un secteur d'activité ou sur une zone du monde, et qui en fait vont permettre à l'entreprise de se déployer à l'international de manière vraiment la plus, en tout cas avec moins de risques. Donc, par exemple, tout ce qui va être outil de communication. Et parfois, on voit des entreprises, elles partent à l'étranger, par exemple le Canada, il y a une partie francophone, une partie anglophone, finalement, toutes leurs fiches produits, elles sont en français. En fait, ça ne peut pas arriver. Il ne faut plus que ça arrive. Ça veut dire que cette entreprise-là, elle va aller au Canada, et en fait, sa mission, ça va être un échec. Parce qu'il faut qu'elle soit bien préparée. Donc, ces services-là, en fait, ils peuvent s'appliquer de manière individuelle à vos adhérents, qui sont des entreprises, mais aussi, en fait, à vous. Donc, régulièrement, il y a des organisations de missions collectives. Il faut savoir qu'on entend très souvent que le business pense que des missions collectives, mais le privé aussi peut faire des missions collectives. Et c'est vrai que dans le sens du privé, il faut voir qu'on a des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Notre objectif, c'est vraiment le succès de vos adhérents, que ce soit dans leurs missions collectives ou leurs services individuels, dans son déploiement à l'international. Donc, lorsqu'on organise une mission collective avec un cluster, avec une fédération, il y a tout un travail de préparation qui va être fait avec chaque entreprise participante et presque aussi de validation de l'entreprise participante. Est-elle prête? Est-elle, entre guillemets, exportable, internationalisable? Est-ce qu'en interne, elle a les ressources humaines capables de gérer après des commandes qui vont arriver de l'étranger? Est-ce quelqu'un a été formé en fait, à toutes les problématiques incoterms, les problématiques réglementaires, d'étiquetage des produits? Parfois, on se rend compte que dans les missions, on trouve des gens qui ne sont pas préparés. Et dans ce cas-là, ça va être un échec. La personne, elle va partir de son bureau pendant une semaine. Souvent, c'est les dirigeants ou c'est les responsables d'export. Très souvent, c'est les dirigeants quand elles sont bien préparées, puisqu'elles n'ont pas réellement de service export. Ce qui fait que quand le dirigeant revient après une semaine, finalement, il a 352 emails qui l'attendent, plus les salariés de son entreprise qui ont plein de choses à lui demander. Et finalement, cette mission, ça va lui avoir coûté de l'argent, coûté du temps. Et puis, le tas de cartes de visite de sociétés rencontrées, ne va jamais être, on va dire, optimisé, utilisé. Donc, c'est important de bien préparer, de bien faire la mission sur place, qui sont souvent des missions qui deviennent quasiment individuelles, parce que pour chaque entreprise, il y a vraiment une recherche de rendez-vous les plus qualifiés possibles. L'idée, ce n'est pas de rencontrer des ministres, de rencontrer des gens dans des bureaux, c'est de voir des clients potentiels. Et après, il y a toute la phase qui peut être un accompagnement post-mission, quand on a des sociétés qui sont basées sur place. Si je reprends l'exemple du Canada, l'OSCI qui va être sur place, qui a préparé cette mission collective, après, elle est capable de recontacter pour chaque entreprise les couches intéressantes, de récupérer les demandes, de les centraliser et en fait d'être un point unique qui va communiquer entre les sociétés canadiennes intéressées et la société française. Ça va permettre à l'entreprise de pouvoir se développer sur ce marché de manière beaucoup plus structurée et avec une charge au niveau du temps d'énergie qui va être plus faible. Voilà, une de nos baselines, c'est effectivement de parler d'export à ce service. Export, vous l'avez compris, on parle aussi d'international, mais le mot export est encore plus facilement compréhensible par tout le monde. Donc, c'est souvent avoir recours à un OSCI, un adhérent de l'OSCI, c'est à la fois donc, pour l'entreprise une source d'optimisation d'économie, on disait, parce que vous avez tout de suite accès à une ressource qui a un budget à la fois maîtrisé et qui a déjà un certain nombre de compétences. Et vous l'utilisez véritablement. Il n'y a pas de courbe d'apprentissage, comme vous pouvez la vivre. Partez from scratch sur un pays. Il y a évidemment une véritable culture du résultat. Nous sommes tous des entrepreneurs, des entreprises privées, donc on ne vit que parce que on procure un certain nombre de résultats à nos clients, validés au travers de propositions d'actions de livrables et puis des résultats en termes de développement. Ce sont des ressources, je le disais, donc opérationnelles directement disponibles. Parfois, en plus, vous l'avez compris, spécialisées sur tel ou tel secteur d'activité, voire sur tel pays évidemment. Des services toujours clés en main, donc adaptés aux objectifs et aux étapes de maturité aussi du projet, une certaine forme de souplesse et puis une sécurisation, puisque nous-mêmes, notre intérêt aussi est évidemment de pouvoir emmener l'entreprise le plus loin possible sur un marché, voire ensuite sur plusieurs marchés, voire avec d'autres de nos collègues. Et donc, on a évidemment aussi cette notion du risque qui est pris en compte dès le départ, avec là aussi certaines spécialités chez certains produits sur cette dimension-là.
Et puis, transparence, on en parlait tout à l'heure, généralement quand on agit et également sur le long terme pour nos clients. Donc, on est dans des formules aussi commerciales, quand on appelle le représentant, où on va agir pour le compte de l'entreprise, au nom de l'entreprise. Il n'est pas rare, donc on ait des cartes de visite qui soient estampillées au nom de l'entreprise pour donner justement une forme de proximité entre le fournisseur français et le client local, et qu'il ait véritablement l'impression qu'il a affaire à la continuité de l'entreprise sur le pays visé quand il s'agit d'agir localement. Alors, je vais essayer d'être un peu concise parce qu'on va passer aussi au business case, parce que j'ai peur qu'on dépasse un peu trop. Donc, rapidement, pour vous dire au niveau de ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, je dirais. Il faut savoir que le SCI, que ce soit la fédération et ses membres, en fait, on est à votre disposition pour organiser des moments d'échange et de présentation de pourquoi elle est internationale aujourd'hui, sous plein de formats. Le SCI, c'est une fédération et une association loi 1901. Donc, cette première phase, en tout cas, d'échange sur l'international, sont des choses qui sont dans le cœur de la fédération et qui sont nos métiers. C'est des choses qu'on offre, entre guillemets, pour venir expliquer pourquoi elle est internationale et quelles sont, en fait, les opportunités pour les entreprises, aux adhérents, de nous connaître, de connaître les métiers, de connaître les opportunités pour elles, dans ce secteur d'activité, dans ces pays. Donc, il y a plein de formats et on est à votre disposition pour échanger, pour construire avec vous quelque chose qui soit en adéquation avec les besoins de vos adhérents. Plein de thèmes différents sur le métier des pays, des réglementaires. Aujourd'hui, donc, on a plusieurs partenariats au niveau de la fédération, mais après aussi au niveau individuel, parce que chacun d'entre nous aussi aujourd'hui, on est des adhérents aussi de l'OSCI. Et on travaille avec les clusters, les fédérations, majoritairement français. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Vladimir Kissaev, je fais partie du cabinet Salveo, donc membre de l'OSCI. Aujourd'hui, je suis là pour présenter quelques exemples de partenariats qu'on a mis en place avec un certain nombre de pôles clusters français ou belges. Mais avant, quelques mots, pourquoi nous, Salveo, nous sommes légitimes sur la partie internationale, parce qu'après tout, pourquoi vous voulez nous parler de l'international. Donc l'international, chez Salveo, on le travaille sous trois axes principaux, la stratégie, l'opérationnel et le territorial. Au sein de toute la... On fait partie du groupe ADIT, qui est le leader européen de l'intelligence stratégique, qui apparaît sur cette slide, qui travaille sur les problématiques, le bureau des renseignements de l'entreprise, en fait, et qui travaille aussi sur le type des affaires. Ça, c'était la partie conseil stratégique. Nous, comme vous le voyez, on est au centre du dispositif d'assistance opérationnelle au déploiement international des entreprises. Voilà. Un jour, il y a un prospect qui m'a posé la question quelle est la partie de votre activité dédiée à l'international? J'ai dit que c'est ça, 100%. On a un réseau, ça c'est le réseau Salveo plus l'ADIT. Voilà, 50 filiales et implantations, dont une dizaine Salveo pure. Le reste, c'est soit l'ADIT, soit les entités du groupe ADIT. Mais ça ne se limite, notre force de frappe ne se limite pas à ces 50 pays, parce qu'en fait, on travaille sur plus de 170 pays via ensuite le réseau de partenaires qu'on a développé depuis les 30 ans qu'on existe. On est 200, on a généré en 2022 près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, on a mené plus de 6 000 projets depuis les 30 ans qu'on existe. Et tout ça m'emmène à dire qu'on est parfaitement légitime pour parler de l'international. À travers donc ce premier exemple qui nous emmène en Belgique, Wagralie, qui est le pôle wallon
l'industrie de l'agroalimentaire et qui, avant de conclure un accord de partenariat avec Salveo pour l'accompagnement des membres, parce que là, on parle de l'internationalisation de l'entreprise, a été lui-même client de Salveo pour une démarche d'internationalisation, notamment sur la Chine. Et donc, après avoir fait l'expérience de Salveo, ils se sont dit, ben, les process sont bien, donc pourquoi pas signer un accord avec une couverture monde et donner à nos membres la possibilité d'être accompagnés à l'international par un expert spécialisé. Donc, quand on travaille pour les membres de Valgrali, c'est un travail de terrain qu'on réalise, c'est-à-dire que c'est souvent de la prospection dans des pays divers et variés. On travaille pour la Corée, pour la Chine, la Russie, le Canada, enfin, tout un tas de pays où on a identifié, qualifié des partenaires potentiels, où on a mené des rencontres préalables, du suivi, etc., pour le compte de leurs membres. Tout ça dans le but de permettre un développement de business sur ces nouveaux pays, une nouvelle ouverture sur ces nouveaux marchés. C'est aussi, ces missions-là ont besoin de suivi, donc parfois on réalise un déplacement membres pour toujours des remerciements, rappeler, accompagner sur la partie propre, etc. Donc, tout ça, c'est des prestations qu'on propose. On travaille beaucoup aussi sur la gestion salariale. On appelle communément le portage salarial, mais la gestion salariale, ça va plus loin, c'est aussi des leasing de voitures, des loyers, recherche d'appartements, relocation, tous ces sujets-là, on les regroupe dans la partie gestion salariale. Parfois, les entreprises ont déjà le candidat, parfois non. Si ce n'est pas le cas, on le recrute sur place, le plus souvent. Et donc, c'est des solutions clés à main qui, comme on disait, permettent, en absence de filiale, de mettre en place une ressource locale aux Émirats, en Inde, en Chine, aux États-Unis, pour toucher une clientèle qui a besoin de sentir que le fournisseur est sur place. Il a une carte avec une adresse locale, il a un numéro de téléphone local, il se présente quand on l'appelle, il vient vous voir, et donc c'est important dans certaines industries d'avoir cette présence locale, mais sans pour autant s'engager dans une filiale qui est une aventure à part entière. On travaille beaucoup notamment sur ces sujets-là. On peut être amené aussi à faire ce qu'on appelle, nous, de la régie export, donc c'est encore différent. Au lieu dans le cadre de la gestion salariale, le salarié il est à 100% dédié à sa entreprise. En cadre d'une régie, on va dédier une partie de nos ressources au projet. Et ça peut être une personne, mais ça peut être aussi plusieurs personnes et plusieurs compétences. Non seulement des compétences de business développement, mais aussi des compétences managériales, réglementaires, tout un tas de compétences qui, mis bout à bout, permettent de faire avancer les choses sur un marché. On peut aussi travailler sur la création de filiales, avec notamment notre réseau de conseillers juridiques. Mon deuxième exemple nous emmène aux Émirats. Et donc là, pour le coup, c'est un consortium accompagné, puisque là, on parle d'un projet européen qui regroupe plusieurs clusters français, allemands, italiens, etc. Donc, dans le cadre de ce projet, on a aidé le consortium à sélectionner 9 candidats, parce qu'ils étaient plus nombreux que ça, mais il faut miser sur le bon cheval. Et auparavant, il faut financer les entreprises qui ont le plus de facilité, qui sont prêtes à aller à l'international. Et donc, c'est ce travail-là qu'on a réalisé avec le consortium, ce qui nous a permis d'identifier les 9 candidats les plus aptes à aller à l'international. On a fait un premier briefing qui a permis de déterminer notamment
les orientations de nos recherches, d'acteurs en recherche, quel type institutionnel, quel type d'incubateur, etc. Autonomous, c'est un consortium pour la gestion de la conduite automatique autonome. Et donc là, on a travaillé sur des clusters d'innovation, sur on a fait des campagnes de communication auprès des acteurs institutionnels, des ministères de développement, d'économie, etc. Donc cette communication a été axée dans les deux sens, hein, dans la partie institutionnelle et la partie entreprise, la partie privée. Encore une fois, c'est du travail de terrain. À part mener des campagnes de communication, on a évidemment contacté ces acteurs, de définir leur intérêt par rapport à un partenariat avec les 9 candidats. Ensuite, on a réalisé une tournée avec les représentants du consortium et des entreprises elles-mêmes, ce qui leur a permis de rencontrer donc, l'institutionnel d'une part, mais aussi leurs clients potentiels. Et là, quand on parle de mission collective, par exemple, c'est en était une, mais on amène beaucoup d'individuels dans cette mission collective, parce qu'il y a une partie des rendez-vous qui est dédiée à tout le monde, la partie institutionnelle, et après, il y a une partie qui n'est pas collective, qui est individuelle, avec des rendez-vous avec des acteurs très ciblés, qui ont des problématiques qui concernent une entreprise parmi les 9 qui étaient présentes. Donc, c'est du collectif individualisé. Et donc, encore une fois, voilà, avant de mener la tournée, on a fait un deuxième briefing. Ça, c'est important aussi dans un pays comme les Émirats, où le contexte culturel est différent de celui du contexte européen. Du coup, il est important de préparer les membres de la délégation à ce contexte, d'expliquer les us et coutumes locaux pour pas qu'il y ait des malentendus au cours de la tournée. Et donc, pareil, après, il s'ensuit du suivi et éventuellement des collaborateurs à temps partagé qui s'occupent du suivi de cette mission. Mon troisième exemple nous emmène en Russie et en Chine, puisque Magali, voilà, je vous dis au début, travaille aussi pour la recherche de leurs homologues des courses d'information en Chine. Et les deux autres, Aquimer et Pythagora, c'est donc un binôme de clusters qu'on a accompagné sur la Russie. On a mené une réflexion sur quel pays on devrait choisir à l'époque, parce que ça date d'avant l'opération spéciale. On a choisi la Russie parce que ce binôme faisait du sens. Pythagora qui apportait cette compétence méthode, métier, et Aquimer, cluster de tâches industrielles qui apporte la matière première. Et donc, pas mal de rendez-vous ont tourné autour voilà, par exemple, avec des écoles de Tenerife, qui étaient d'une part sur comment je mets à niveau mon service de restauration, et en même temps, les recettes, c'était la partie Aquimer, qui avait des produits à proposer, à valoriser. Donc, on a contracté tout un tas d'acteurs en lien avec les sujets, c'est-à-dire des centres de formation, des centres de R&D qu'on appelle l'Institut de recherche scientifique. Ici, donc, autour de Moscou, il y a tout un tas d'acteurs qui ont été contactés. On a contacté beaucoup de médias. Et je me souviens qu'on a fait des gros événements, notamment autour de la signature d'accords qui s'en est suivi. Il y avait pas mal par la presse locale. Et donc voilà, encore une fois, du travail de terrain. J'aime bien dire qu'on est le bras armé des pôles et clusters
pour réaliser le travail de terrain sur les pays visés. Après, il s'en est également, on a eu du suivi, notamment des visites du chargé de projet qui s'est rendu en France pour un forum organisé par Akimer et Pythagora, pour revoir des membres et refaire du suivi avec des entreprises et institutions qui étaient contactées lors de la mission. Voilà comment, à travers ces exemples, on accompagne les pôles des clusters. Je fais ça, Théo. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Zachary Mondo, je suis membre de Source Asia, qui est un des membres de l'OSCI et plus particulièrement, on est des spécialistes de l'ASEAN. Juste rapidement, mais ça rejoint tout à fait la présentation tout à l'heure de Hervé et de Chloé. On couvre l'ensemble des métiers que la plupart des membres de l'OSCI couvrent sur l'internationalisation, donc à la fois sur des accompagnements d'implantation, de développement commercial, mais également des services de sourcing, de supply chain, voire même de création d'équipes et de RH. Je vais passer assez rapidement par rapport au temps qui nous est donné sur notre couverture. Juste l'ASEAN, en quelques mots, c'est 10 pays d'Asie du Sud-Est. C'est un peu à l'image de l'Union européenne, une zone économique entre les 10 pays. Et nous sommes particulièrement basés au Vietnam, où nous opérons sur l'ensemble des 10 pays. Je passe rapidement sur l'ASEAN et sur le Vietnam. Je vous laisserai en connaissance plus tard. En fait, pourquoi aujourd'hui je voulais vous présenter un cas un peu particulier que j'ai trouvé très novateur et intéressant dans l'approche des pôles de compétitivité des clusters. L'idée était de changer un peu l'approche de la page du pôle CARA. Donc CARA, c'est un pôle de compétitivité sur tous les acteurs de la mobilité, pas uniquement de l'automobile. Je tiens à le préciser. Et en fait, l'objectif était de changer un peu l'approche. Au lieu d'accompagner ces membres sur l'international et donc de les emmener à l'international, c'était de trouver des donneurs d'ordre à l'international et de les amener à une visite en France chez des membres sélectionnés en fonction du besoin du donneur d'ordre pour les amener à rencontrer les industriels dans leurs locaux, dans leurs usines, et donc de créer éventuellement des liens commerciaux par la suite. Donc ça, c'était l'objectif final. Évidemment, avant ça, il a fallu définir des pays cibles pour qu'ils fassent sens. Et puis ensuite, identifier ces donneurs d'ordre et réussir à leur présenter ce que c'est un pôle de compétitivité et pourquoi en fait cette approche. Donc, on a longuement échangé, pour être honnête, ça a été un gros travail de préparation avec le pôle CARA parce que, évidemment, il faut essayer de trouver un pays où les donneurs d'ordre dans le secteur de la mobilité vont être suffisamment intéressants pour venir avoir plusieurs membres du pôle de compétitivité, pas un seul. Ensuite, avec la capacité potentielle de passer des commandes, etc. Donc, tout le cahier des charges a été revu ensemble. Et puis, au bout d'un moment, il a fallu évidemment choisir. Donc, on est parti sur, on a choisi plutôt 2 pays que sont l'Allemagne et le Vietnam. En soi, très différents. C'était un peu l'objectif pour eux. L'Allemagne, qui est un pays dans ce secteur-là rodé, avec beaucoup d'acteurs dans le secteur de la mobilité, qui ont déjà un accès très facile finalement avec la France. Et donc l'objectif, c'était de venir faire exister le pôle de compétitivité au niveau de ça. Le Vietnam, à l'inverse, un pays en forte croissance, donc on est sur, pour vous donner quelques chiffres, c'est en moyenne plus de 6% de croissance par an depuis 20 ans, au sein d'une zone économique qui est pareil sur une moyenne de croissance d'un peu plus de 5% sur les 20 dernières années. Et donc avec des acteurs qui émergent, qui se développent, et en même temps qui sont très proches de la Chine, très proches d'autres fournisseurs, donc d'arriver à exister dans un secteur qui est un peu plus concurrentiel et plus long. Donc déjà, juste, je vais préciser, c'est 2 membres de l'OSCI qui ont accompagné le pôle CARA. On n'a pas travaillé en collaboration, parce qu'il y a 2 axes complètement différents, mais en tout cas, sur les premières visio de cadrage, etc., on était tous les 2 ensemble pour être justement alignés et amener les mêmes
types de retours et les mêmes types de recommandations à la fin de nos missions respectives. Le Vietnam, donc pas mal de challenges initialement pour amener, encore une fois, le pôle de compétitivité. Donc on n'était pas du tout sur la représentation des membres individuellement. Et là, c'était vraiment de représenter le pôle. Déjà, une méconnaissance, voire même une non-connaissance de ce qu'est un pôle de compétitivité. Au Vietnam, ça n'existe pas en tant que tel. Ce n'est pas quelque chose qui est connu, mais qu'il a fallu déjà l'expliquer, capable de l'expliquer. D'aller en plus de ça, arriver à expliquer en quoi le pôle de compétitivité représentait ses membres qui n'étaient pas là pour vendre quelque chose, notamment face à une concurrence forte d'acteurs locaux. On se retrouve avec des gens qui ont des représentations notamment de fournisseurs sud-asiatiques ou chinois, qui sont eux pignons sur le rue, entre guillemets, et viennent prospecter directement. Pourquoi passer par eux. Alors ça, j'y reviendrai plus tard, mais vraiment la culture des affaires qui est assez différente, la notion de venir se déplacer, de pouvoir venir visiter les industriels chez eux, c'est pas forcément quelque chose qui est commun en Asie. On a plutôt, en tout cas au Vietnam, ils ont plutôt l'habitude à ce que les gens viennent frapper à leur porte pour leur proposer et leur vendre des choses. Là, on était sur une démarche, on leur dit venez, on vous accompagne, on va vous montrer un peu ce qui se fait en France, comment ça se passe. Donc ça a été un vrai challenge. Encore une fois, je le disais, la zone manufacturière locale qui est très forte, donc il fallait trouver en fait, ce qui faisait sens à venir amener. Et puis surtout, on se retrouve avec des donneurs d'ordre qui sont de différents niveaux. J'en parlerai un peu plus tard, mais on se retrouve avec soit des représentants de produits finis de la mobilité, des marques de voitures. Au Vietnam, aujourd'hui, il y a une grande marque qui s'est développée vietnamienne. Ensuite, il y a, on va dire, des donneurs d'ordre de secteur 2 qui sont des assembleurs, qui eux vont plutôt avoir des donneurs d'ordre finaux qui vont leur nominer des fournisseurs. Et pour autant, dans certains cas, ils sont en autonomie sur certaines parties des pièces. Et donc, ils vont avoir un choix plus ou moins restreint de leurs sous-traitants. Et puis, après, on se retrouve avec des fabricants. Et là, pour le coup, eux sont beaucoup moins intéressés. Donc, il faut arriver à naviguer au niveau de ces différents donneurs d'ordre. Sur le Vietnam, il y avait 5 acteurs majeurs intéressants, entre guillemets. Première approche qui pouvait coller au cahier des charges. Surtout, là, on a été assez bluffé, c'est qu'une fois qu'on a expliqué ce que c'était le pôle de compétitivité, les 5 acteurs ont trouvé que c'était intéressant comme approche. Vraiment, voilà, on trouvait qu'en tout cas, il y avait une vraie valeur ajoutée pour eux de creuser un peu la question, alors qu'on s'attendait plutôt à une réticence de leur part. Avec Cara, on a choisi 2 cibles prioritaires, notamment pour des questions de moyens, des questions de temps. Donc, la marque de voiture qui s'appelle VinFast, qui est en tout cas un gros acteur, mais surtout qui est subventionné en grosse partie par le gouvernement, par le monde du gouvernement, qui est très ambitieuse, qui s'est développé beaucoup en Amérique du Nord dernièrement, et qui a monté une usine aux États-Unis, qui a lancé des plans de commercialisation mondiale, et donc qui est pour le coup tout à fait intéressé pour être à la pointe de l'innovation. Et puis un donneur d'ordre qui, lui, pour le coup, est une sous-traitance sur des marques d'automobiles européennes et sud-asiatiques, qui avaient la capacité de choisir plein de choses. On a fait des échanges, donc on a expliqué ce que c'était le pôle de compétitivité. On a organisé deux visioconférences avec Cara et avec les donneurs d'ordre. Et aujourd'hui, on est en stand-by. Donc à la fin 2022, c'est une mission qui a été faite sur le dernier semestre. Fin 2022, le résultat est un semi-échec dans le sens où l'objectif était de faire venir quelqu'un, et pour l'instant, il n'y a pas eu de tri qui a été réalisé. Mais pour autant, ces deux leaders n'ont pas dit non plus, n'ont pas dit pas refuser l'invitation. Simplement, ça prend un peu de temps avant d'arriver à une conclusion finale. Le retour d'expérience qu'on a eu, et je commencerai par la fin, c'est déjà en fait qu'il faut être patient. Cara espérait qu'en 3-4 mois, on arrive à faire venir quelqu'un. En fait, ça va prendre beaucoup plus de temps. Nous, on est persuadé que dans les 2 acteurs qu'on a ciblés, ça va se faire à un moment donné. Mais il faut le temps que tous les processus déjà de compréhension de ce que c'est un peu de compétitivité arrivent au process, qu'ils soient eux-mêmes capables d'énumérer leurs besoins. Parce qu'en réalité, en fait, pour organiser le truc, il va falloir partir d'un cahier des charges de la part du donneur d'ordre. Et donc ensuite, pour le pôle, d'arriver à choisir les membres qui font sens
C'est pas l'objectif, n'est pas de faire visiter tous les industriels qui sont membres, surtout que Cara a énormément de personnes dedans. C'est de faire une mission qui soit pour le coup avec un réel concret et une possibilité de conclusion avec du chiffre d'affaires à la fin. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, cette notion de mission collective, cette notion de venir avec des objectifs multiples, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui, notamment j'ai parlé de marché asiatique, je vais rectifier, c'est sud-asiatique, puisque c'est la zone qui vous concerne, je ne peux pas me prononcer sur le sud, le Japon et le sud-Europe. Mais ils ne sont pas habitués à ces missions collectives, c'est quelque chose qui reste pour les acteurs industriels locaux très nouveaux, très novateurs. Donc, il faut le temps, il faut bien expliquer, il faut arriver à parler aux bonnes personnes qui vont être capables de décider et qui vont être surtout capables d'y voir un intérêt pour l'entreprise. Là où souvent les hiérarchies et surtout les organisations d'entreprises industrielles en Asie du Sud-Est sont avec énormément de hiérarchisation, énormément de faisceaux. Il faut arriver à tomber sur les bonnes personnes qui vont être capables de voir la vision pour leur entreprise. Il y a quand même un point qui a été remonté pendant cette expérience, c'est la nécessité d'un financement, et là pour le coup, du pôle de compétitivité, faire venir quelqu'un d'Asie, un donneur d'ordre, sur une mission de semaine. Ça représente un budget qui est conséquent, certains pôles, notamment parce que là pour le coup, ils étaient dépendants de leurs membres qui allaient dire oui ou non sur le financement qui était proposé. Et très honnêtement, ça a été une surprise pour Cara lorsqu'on leur a montré à peu près en budgétisation combien ça représenterait de faire venir quelqu'un depuis le Vietnam sur l'Europe pendant 5 jours avec tous les prix qui vont être. Donc c'est quelque chose à anticiper parce que ça n'avait pas été vu au démarrage et in fine, c'est quelque chose qui a impacté un peu négativement à la fin de la mission. Il fallait qu'ils revoient leur budget par rapport à ça. Ensuite, alors les remontées qu'on a eues, c'est finalement le pôle Cara au Vietnam et même à l'international, en fait, ne sont pas connus. Et donc, ça a un gros impact. C'est-à-dire que quand on parle à VinFast, il y a une ambition de devenir dans les top 10. Alors après, ce qu'ils diraient ou pas, ça c'est un débat, mais ils ont l'ambition de devenir dans le top 10 des vendeurs de voitures d'ici 2050. On leur parle d'un pôle qu'ils ne connaissent pas, et donc ça veut dire qu'il faut créer, montrer en quoi ce pôle-là a vraiment des vrais leaders dans leur domaine spécifique, parce que c'est l'ambition qu'ils ont. Donc de créer en fait cette image internationale, et un petit point qui a eu son impact de la même manière, certaines présentations n'étaient pas en anglais. Donc, tout à l'heure, je crois que c'est Chloé qui en parlait sur le Canada. Idem, en fait, on s'est retrouvé avec une présentation Cara où une page était en français, alors que le reste était tout en anglais. Ça montre tout simplement qu'il n'était pas encore prêt sur cette partie d'internationalisation, sur une structuration. Ça a été noté, ça a été remonté tout de suite après avec les contacts qu'on a pu avoir avec VinFast, ils nous ont fait la remarque tout de suite, donc ils l'ont ressenti et ça a un peu pâti sur une page. À l'inverse, l'approche innovante, l'idée d'aller créer un intérêt d'abord chez le donneur d'ordre pour ensuite faire une mission clé en main et finalement le pôle de compétitivité se pose dans l'accélérateur puisqu'il vient d'abord demander au donneur d'ordre c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos problématiques actuelles. On va regarder dans notre pôle les membres qui correspondent à des solutions. J'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que du coup on parle très vite de concret. Plutôt que de devoir aller vendre les membres qui ont choisi de venir à l'international, là on va aller les choisir par rapport à un besoin nommé et édité de la part du donneur d'ordre. Donc ça, c'était, en tout cas, j'ai trouvé que l'idée était très bonne, que la transformation, il y a encore un peu de travail à faire. Ça montre encore une fois que nous, on s'adapte, on met nos équipes finalement au service du pôle et de ses membres. Et là, typiquement, alors pourquoi tout à l'heure j'insistais sur la partie forcément supply chain, VinFast et les autres, les 5 sites qu'on a trouvés, c'est justement par notre passé et notre actif actuel de sourcing et supply chain qu'on les connaît très très bien. C'est des grosses sociétés qui sont compliquées à adresser d'abord et qui sont trouver la bonne personne. Et très honnêtement, sans être accompagnés, sans avoir des gens qui sont sur le terrain et qui vont avoir des équipes spécialisées dans leur domaine, c'est assez compliqué à faire. Cara, ils avaient essayé pendant 1 an avant nous de trouver des personnes, même sur l'Allemagne, et ils n'y arrivaient pas. Donc, ça montre à quel point se faire accompagner à l'international, c'est hyper important, notamment avec des experts. Voilà, j'ai fini sur cette présentation.
avez des questions? 4. Moi, j'en ai deux. Votre positionnement par rapport à Business France, et êtes-vous éligible au chèque export? Voilà. Le chèque export n'existe pas. Alors, nous l'étions jusqu'à temps que le chèque export je pense que c'est terminé en avril. Voilà. C'est fluctuant. Hein, On est, je vais laisser aussi compléter. Mais donc, vous avez- On est éligible à tous les dispositifs d'aide publique. On est la plupart d'entre nous référencés aussi auprès de BPI Oui. pour les différentes prestations dont on a parlé, y compris celle de portage, c'est-à-dire que finalement recruter quelqu'un au sein d'une entreprise, le faire recruter, le faire porter par un de nos adhérents, c'est équivalent pour l'entreprise. D'accord. Donc on est éligible à l'ensemble des dispositifs et on joue surtout sur, je pense, la complémentarité par rapport au dispositif public de Business France, le TFE, etc., qui est un peu plus sur l'amorçage, je veux dire. Ouais. C'est un peu la découpe qui est faite et au nombre de nos adhérents, nous sommes plutôt plus sur l'ancrage. Zachary l'a bien présenté par rapport aux exemples Vietnam, Vladimir. Sur le terrain, on s'inscrit dans la durée sur le terrain. Donc, généralement, il n'est pas rare qu'on intervienne en deuxième rideau après qu'une entreprise ou une organisation puisse faire appel à la Business France ou à la TFE pour un premier éclairage, une première initiative. D'accord. Et on travaille surtout en complémentarité et en partenariat, en fait. Même dans de nombreuses régions, en fait, on est partenaire de la TFE. Officiellement, on a signé des conventions de partenariat. Et on travaille avec les équipes de Business France, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit aussi dans les pays. Donc, en fait, tout le monde travaille ensemble, que ce soit Business France, BPI, les conseillers du commerce extérieur. D'ailleurs, de nombreux OSCI sont aussi CCE. Voilà, c'est vraiment l'idée, en fait, de pouvoir offrir à l'entreprise un panel de solutions. Et en fait, par rapport à sa maturité, son secteur d'activité, le pays, le type d'accompagnement, en fait, va être différent. Et l'objectif, je pense qu'il y a de nombreux OSCI et des gens chez Business France et des gens chez BPI qui envoient des leads les uns aux autres, en fait. Parce que parfois, c'est pas un accompagnement dans le long terme que l'entreprise recherche, c'est une des premières informations sur un pays. C'est plus les gens de Business France qui vont être là et pertinents pour répondre à ce besoin. Et les gens de Business France, ben là, il y a un projet d'implantation d'usine au Vietnam, en Chine, ben, ils envoient ces leads-là aux OSCI qui sont basés sur place. Donc, c'est vraiment un système de complémentarité entre les différents secteurs. En même temps, ça reste perfectible, hein, parce que on reste des organisations françaises, donc la France. Non, bien sûr. Et on a tous du mal quand même à être dans le même objectif commun. Mais voilà, c'est plutôt, on est tous conscients de la complémentarité des dispositifs. Et puis, il y a certains endroits où ça marche un peu mieux. On parle des VIE, par exemple, évidemment, parce que là, il y a des besoins partagés. Business France a besoin de placer des VIE, l'entreprise a besoin de VIE, elle a besoin d'un inducteur, d'un hébergeur. Donc là, ça fonctionne plus facilement sur certains. Oui, je pose la question parce que souvent les entreprises ont du mal à se retrouver en fait dans les dispositifs qui sont mis en place. Alors, il y a tout un tas de trucs. Alors on est éligible à tout un tas de trucs et puis finalement d'un seul coup on est dit ah mais non ça marche pas parce que vous êtes pas mis la croix. Là, on est vraiment 100% éligible. C'est un des intérêts aussi d'être adhérent de l'OSCI, c'est que vous êtes embarqué dans une organisation qui facilite, justement, c'est notre rôle aussi à l'OSCI, de faciliter les portes, les accès, les référencements, etc. divers et variés. On a beaucoup de référencements dans les pays sur des prestations. On parlait de prestations de développement commercial et autres. En aval des prestations de la TFE, j'ai un certain nombre de nos adhérents qui sont soit pays par pays référencés auprès de Business France pour être nommés, je dirais, presque. Oui, après, l'entreprise a fait son choix du partenaire. Et alors, si jamais on se retrouve en tant que cluster, à se dire, finalement, on a un certain nombre d'adhérents qui ont des activités un peu variées, qui veulent, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, aller sur l'Allemagne, voilà. Et donc, en fait, est-ce qu'on arrive à faire des opérations mutualisées, entre guillemets, alors, même si j'ai bien entendu ce que vous disiez et qui est pertinent, de dire, effectivement, on va plutôt aller chercher les besoins sur place et se dire qu'est-ce qu'on va attirer comme entreprise qui vont pouvoir y répondre de manière... Mais parfois, on est sur un modèle où on dit, je veux y aller et faut aller chercher. On se rend compte, même on est dès l'origine de la demande d'un pôle, d'un cluster,
dans une relation où PS va peut-être être choisi pour faire un certain nombre de choses sur la mission de type collectif, par exemple. Et puis ensuite, sur des aspects un peu plus individuels, en complément, il y aura un opérateur privé qui pourra être amené à le faire. Vladimir nous parlait, je me souviens bien de cette prestation, avec les deux pôles Akimer et Pythagora. Ils ont l'habitude de travailler également avec Business France. Et par ailleurs, ils avaient envie de travailler avec Salveo pour une démarche un peu plus pointue pour leurs clients, etc., sur certains sujets. Donc, c'est souvent complémentaire. Et alors, quand vous parliez de résultats, Oui. vous l'avez mis dans une des premières slides. J'ai hésité parce qu'en général, il y a une obligation de moyens et pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on vous dit, bah, tu as tout le temps, donc on verra bien. Est-ce que dans la manière de budgétiser l'action, il y a une notion de si on arrive à un résultat, il y a un pourcentage qui est supplémentaire. Plusieurs choses. Il y a évidemment, mais d'abord, quand on est dans le conseil d'assistance, déjà d'abord, bien sûr, moyen. Ce qu'on voulait dire aussi par là, la culture du résultat, on n'a pas dit forcément lié au résultat, mais la culture du résultat. Les ça sont différentes. Si c'est un produit ou réaliser un service de portage et autres, ben, réaliser le service, pas forcément faire du chiffre d'affaires. Mais on a certains de nos adhérents qui ont des solutions de représentation qui sont liées à des successions, à des business développés, donc à un pourcentage sur les développés. Oui, c'est ça. Et tout ça dépend à la fois d'un OSCI, d'un client qui doit avoir le bon produit, le bon moment. Donc ça se négocie. Et puis la marché. Quoi, voilà. On ne va pas faire une miracle. S'il n'y a pas de marché pour l'entreprise, parce qu'on existe, qu'on pourra faire des miracles. Oui, on est orienté de résultats et certains de nos services peuvent être, je dirais, payés au résultat. Par exemple, si on vous dit, je ne sais pas, sur tel pays, on pourrait trouver un distributeur local ou un agent local qui puisse effectivement assurer la distribution de certains produits. Bah, clairement, c'est soit on en a trouvé un, soit on n'en a pas trouvé. En fait, c'est ça. Soit on en a trouvé quatre. En général, ça peut être un mix des deux, mais après, je dirais chaque adhérent de l'OSCI facture de manière comme Autonome. Bah, c'est la société en fait qui facture. L'OSCI, nous, on est une fédération, donc on représente nos membres. Et après, chacun a son habitude de travail et c'est un échange entre les deux entreprises qui se construit. Mais par exemple, dans la recherche de distributeurs, bah, parfois, c'est aussi notre travail de dire bah, aujourd'hui, je vais dire n'importe quoi, donc on a le cas un jour dans une société qui faisait des emballages qui était autonome au niveau de la conservation de la température pour les vaccins, pour que ça reste à moins 18, sans un système électrique. Et en fait, il n'y avait pas de marché en Chine parce que réglementairement, ce n'était pas une obligation. Oui, voilà. Donc à ce moment-là, en fait, à partir du moment où on regarde un peu les marchés, on va dire bah, on adorerait travailler pour vous, mais en fait, on ne va pas y aller parce qu'on ne va pas trouver de distributeur. Le marché n'est pas demandeur. Ça, c'est notre premier travail, en fait. Pour sentir le marché. C'est en sorte que vous êtes orienté résultat. Voilà. Parce que normalement, vous pourriez dire, bah, de toute façon, je prends la mission, je sais très bien qu'il n'y a pas de marché au bout, mais ça me coûtera tant. Et puis après, à la fin, je vous dirais, bah, ouais, mais vous n'aviez pas bien fait. Voilà. Et nous, on est des entrepreneurs. Et en fait, un client non satisfait, un client pour qui on n'arrivera pas au bout de la mission, ça va être tellement de messages négatifs autour de nos métiers, autour de nos entreprises, on ne peut pas se le permettre parce qu'on est des entreprises. Donc, de toute façon, qui resteront aucune aide. Voilà, on n'a pas fait de subvention étatique. C'est pas super. Il y a des choses comme ça, ça a des normes minimum. Voilà. Mais existe depuis qu'on a C'est ça. bien qu'il y a un résultat, une forme de résultat qui est Oui, oui. c'est client, sinon. Après, j'insistais pas mal sur l'exemple qui est clair, parce que la compréhension du cahier des charges et de l'objectif peut être Oui, c'est ça. longue. Et c'est en fait, vous parliez tout à l'heure, par contre, on partir sur un green, je ne sais pas trop ce qu'on va y trouver. On est aussi capable d'aider à ce niveau-là. Ça dépend, prioritairement par la maturité. Oui, tout à fait. Il y a des entreprise va être plus ou moins mature sur sa capacité à aller à l'export. Moi, j'ai déjà eu des clients qui viennent nous voir en disant ah, on voudrait venir sur le Vietnam, d'accord, mais pourquoi? Ah, j'ai vu, c'est super. Je suis allé il y a 15 ans, c'était génial. Ouais, j'ai été passer des vacances, c'était bien. Bon, bah, alors, on va reprendre un petit peu parce que si on démarre comme ça, effectivement, l'appréciation d'une mission réussie. Oui, tout à fait. Ça, oui. Toute mission de consulting, c'est comme ça. Hein. Le cahier des charges mal ficelé. C'est vraiment ça qui est important. Bien définir l'objectif. Il ne faut pas faire confiance au client sur la manière dont il énonce son cahier des charges. C'est souvent un cas des trous. Ça allait marcher. Ok.
Donc, je me suis déjà présenté, je suis président de Nigeria Cluster. J'ai discuté avec le Nigeria Cluster qui est M. Grasse, donc c'est un consacrement Cluster, puisqu'on a signé un MO quelques années. Bon, là, j'assiste à cet atelier, on n'est pas avec ça. Puis là, c'est pour promouvoir votre socle. Et je pense que construire une relation intelligente, alors là-bas, on parlait de réseau de distribution. L'avantage qu'on a, c'est qu'au niveau de l'international, le président du club voit son logistique, il a déjà l'activité, il a besoin de compétitivité et de bons acteurs dans l'agro. Moi, je pense que nous, en tant qu'interface, on ne sait pas qu'on trouve le marché chez Angela, connaissons bien les marchés. Peut-être qu'on pourrait envisager un partenariat. Par exemple, vous voulez exporter, nous, on a des entreprises dans notre emballage. Est-ce que votre association, peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est uniquement perceber comme le marché qui est export, ou bien est-ce que vous cherchez aussi des partenaires pour faire ce qu'on appelle des projets co-développés? Et moi, l'avantage que j'ai avant dans l'industrie et dans les entreprises, des agences de promotion des actions, nous avons un réseau. Ce que j'ai discuté déjà avec beaucoup. Peut-être que dans cette optique, puisque je vois que vous êtes à l'international, c'est que je crois que vous avez une filiale ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est bien de construire une relation évidente avec l'interclustering. L'interclustering, donc je rappelle, un cluster de un rôle aussi qui est le Green Energy Minister. Alors là, dans le programme d'énergie solaire et des gaz, il y a du travail pour tout le monde. Voilà. Cluster mécanique, cluster hôtel et tourisme, je viens de voir cluster par montagne, il y a des choses vraiment intéressantes. Voilà, je m'arrête là. Donc, c'est juste pour cette porte ouverte pour éventuellement. Oui, c'est bien ce qu'on a dit aussi au début de la présentation. Il y a l'export, il y a l'international, il y a la coopération, il y a l'implantation pour le compte français, etc. Donc, on a ce genre de relation de partenariat. Si je reprends d'ailleurs l'exemple qui a été présenté par Denis et Salvéo sur la collaboration avec le pôle Aquimer et Vitagora, derrière, il y a eu des projets communs, entre là, c'était sur la Russie il y a quelques années, entre des entreprises, donc justement adhérents du pôle en France, pour partager des technologies, partager la formation des pratiques, faire monter en compétence une filière, importer, etc. Alors, en parler, ce n'est pas forcément dans un sens exportation, c'est bien dans un sens aussi coopération industrielle, technologique. Il y avait d'ailleurs aussi des partenariats qui ont été montés avec des universités, des pôles de recherche, qui collaboraient avec les mêmes pôles de recherche en France adhérents. D'autant plus qu'on a un accord de libre-échange avec la zone africaine, les partenaires, juste après. Et là, je pense que comme la Malaisie l'a fait un certain temps, même l'attractivité des investissements exportateurs. Et c'est ça l'avantage compétitif. Éventuellement, on peut appliquer comme on a un accord avec le pays, la RISA. Donc, je pense qu'il faut voir dans cette stratégie globale. Et c'est pour ça que je suis partenariat avec le général Christophe. Je pense que Merci. Alors, je pense que les gens qui ont ouvert la salle, ce groupe-là, les gens apparemment sont pas loin. Pas grave.